Docteur, merci d'être avec nous dans Punchline ce soir. Vous êtes, j'imagine, encore à votre cabinet. La question des tests, elle est vraiment majeure. Hein. C'est une des clés, je dis bien, pour envisager le déconfinement. Déjà, elle a été majeure, on l'a vu dans le passé en quelque sorte, au début de la crise. Elle est majeure actuellement et elle sera majeure demain. C'est effectivement une des clés puisqu'on sait qu'il va falloir déconfiner. Et pour faire ce déconfinement, il y a ce fameux triptyque dont on a parlé à plusieurs reprises. Confinement, capacité à masquer la population, capacité à tester la population. On a vu qu'on a pris un certain retard par rapport à des stocks qui étaient manquants de masques. On a vu qu'on a pris un certain retard par rapport aux tests. Les tests sont en train de se développer, les masques sont en train d'arriver, en tout cas on peut l'espérer, et à ce moment-là on va pouvoir effectivement envisager ce déconfinement en plusieurs étapes, comme on l'a vu certainement, avec une territorialisation, peut-être un déconfinement par génération aussi, tout un tas de choses qui vont faire que cela va avancer, mais pas à pas, et c'est ça qu'il faut que la population comprenne, et comme le disait un de vos interlocuteurs, ça ne va pas être sans poser quelques questionnements et quelques problèmes peut-être au sein des familles. Il va falloir là encore que les médecins, et notamment les médecins libéraux, qui ont ce fameux taux de confiance très important par rapport à la population, expliquent ces choses-là de façon à les faire comprendre. Est-ce que vous pensez que ça ira plus vite pour ces tests que ça ne l'a été pour les masques qui peinent encore à arriver dans les cabinets ? Écoutez, on peut l'espérer, on sait qu'on a quand même une grande capacité à la fois de nos chercheurs et puis de nos laboratoires, à la fois les laboratoires publics et privés. Et comme pour l'hospitalisation, on l'a vu, il n'y a plus maintenant de secteur public et de secteur privé, il n'y a plus qu'une médecine. Et pour les laboratoires, c'est la même chose. On va mettre en capacité tous nos laboratoires, tout ce qui maille le territoire. Et ce qui maille le territoire, c'est à la fois les laboratoires publics, les laboratoires privés. Et puis on a vu qu'on avait une forte demande de la part des laboratoires territoriaux, ces fameux laboratoires qui font les analyses de l'eau, les analyses animales, les analyses de l'hygiène alimentaire, qui sont en capacité, eux ils le disent, de faire 150 000 à 300 000 tests par semaine. Il faut impérativement qu'on débloque les normes et qu'on les fasse rentrer dans le jeu de façon à ce qu'on arrive à tester un maximum la population. Alors une question du docteur Bobot, un de vos confrères. Moi c'était, bonjour monsieur, c'était une réflexion de manière globale, c'est-à-dire qu'effectivement en France on a les chercheurs qui vont bien, qui sont capables de chercher et même de trouver. La problématique essentielle c'est la production, c'est-à-dire qu'on voit bien que faire des masques c'est pas très compliqué, mais on les a fait faire en Chine, on a eu du mal à les rapatrier. Faire des tests, on a une entreprise qui est capable de développer un système intelligent pour faire des autotests rapides, mais qui nous explique qu'elle a un partenaire chinois et que c'est finalement la Chine qui va finir par produire. Et on était tout à l'heure avec monsieur sur la problématique du médicament, et de la même manière aujourd'hui, quand on fait des médicaments, les matières bases elles sont faites en Chine. Donc la problématique n'est pas de réfléchir et de penser, et on a vraiment ce qu'il faut en France, la problématique c'est de faire. Et là, c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'on a beau avoir des bonnes intentions, si finalement on se fait piquer les masques sur les tarmacs et les produits pharmaceutiques par d'autres pays, finalement, on a beau avoir les meilleures intentions et les meilleurs chercheurs, on n'y arrivera pas. Vous êtes d'accord avec ça, docteur Marty ? Bien sûr, alors il y a deux choses. D'abord, on s'est fait voler les masques sur les tarmacs, mais on réquisitionne aussi des masques qui étaient censés partir en Italie et en Espagne, donc on n'a pas un comportement beaucoup plus glorieux. Oui, on est en manque, et donc comme on est en manque, on se sert, et c'est le plus rapide qui gagne, c'est la loi du marché, et ça c'est éminemment... à l'opposé de ce qu'on peut être quand on est médecin, c'est évident. Ce qui est certain, c'est que cette crise, elle met le doigt sur ce que l'on dénonce depuis des années, c'est à la fois cette mondialisation et cette marchandisation du soin qui est en train aujourd'hui de montrer combien elle nous paralyse, parce qu'on est vraiment dépendant de l'autre, et quand on a une crise mondiale, quand on est dépendant de l'autre, et bien souvent malheureusement on est servi en dernier, surtout quand on a un système social comme le système français, où de fait on achète plutôt moins cher, de façon à avoir un système solidaire qui marche bien, par rapport à des pays qui ont un système beaucoup plus commercial entre guillemets, et qui sont en capacité d'acheter plus cher. Ben malheureusement on est un petit peu lésé. Il va falloir sans doute qu'on revoie tout ça quand on sortira de la crise, pour être capable d'avoir au moins sur les produits principaux et ceux qui permettent de prévoir les crises, au moins une capacité de réaction qui est une réaction intraterritoriale, parce que production intraterritoriale. Docteur Marty, comment ça se passe là dans le cabinet ? Vous avez vu beaucoup de monde aujourd'hui, les patients sont inquiets, ils viennent pour d'autres pathologies, ou vous voyez des Covid ? Alors des Covid, on en voit, mais on en voit peu. Je vous fais toujours le même diagnostic, mais c'est intéressant parce que la région Midi-Pyrénées, manifestement, elle ne bouge pas trop. Ce qui tendrait à laisser à penser cette vision optimiste que je vous donnais il y a 2-3 jours, qui est celle que la vague peut-être ne se déplacera pas sur l'ensemble des régions et aurait tendance, un peu comme en Italie avec la Lombardie, à rester calée sur l'Île-de-France et sur l'Est, peut-être se développer un peu en PACA, mais sur la partie sud-ouest de la France, qui est l'Aquitaine autant que Midi-Pyrénées et un petit peu une partie de Languedoc-Roussillon, il semble que les choses restent calmes. Alors je peux me tromper et on
on peut espérer qu'on en reste là. Mais pour l'instant, les choses sont assez calmes. On sait que nos capacités de réanimation dans les CHU, à Purpan, à Rangueil, sur Toulouse, sont certes en tension parce qu'il commence à y avoir du monde, mais dans nos cabinets de ville, on a tendance à voir quelques cas et ça n'augmente pas. Quant à la population générale, vous le disiez sur votre plateau, je le répète tous les soirs, il faut dire aux patients qu'ils ne coupent pas le lien avec leur médecin traitant, qu'ils nous appellent, qu'ils viennent nous voir, ils ne risquent rien et d'abord ils ne nous dérangeront pas, mais il faut absolument que l'on surveille toutes les pathologies chroniques, les diabétiques, les insuffisants respiratoires, insuffisants rénales, insuffisants cardiaques, de façon à ce qu'il ne se développe pas des affections à bas bruit à domicile et que l'on n'ait pas des gens qui décompensent et que l'on retrouve aux urgences à un moment où il ne faut pas qu'il s'y trouve. Je voulais vous dire, docteur Marty, d'abord que j'apprécie son propos. On a besoin de retrouver notre souveraineté, pas que dans le domaine des biotechnologies et de la santé, et c'est à l'ordre du jour, d'après ce qu'on a entendu par le chef de l'État. Mais ce qu'on a en France, et on peut quand même rendre hommage à cette réalité, c'est cette mobilisation de professionnels qui sont inventifs aujourd'hui et qui sont des bricoleurs. C'est-à-dire quand on voit comment avec les moyens, même s'ils sont limités, ce qu'ils arrivent à faire, comment ils partent, j'allais dire, au quotidien, face à des situations qui sont invraisemblables. Donc on a cette réactivité et je pense que ça c'est un élément à mettre au crédit aussi de nos professionnels et peut-être demain qui sera à prendre en compte dans toutes ces réformes et toutes ces révolutions auxquelles chacun aspire, d'avoir une vraie santé publique, d'avoir des dispositifs qui fonctionnent. Mais soyons quand même, on parlait de notre fierté d'être français, on peut être fier effectivement de la mobilisation de beaucoup d'entre nous, mais je crois qu'on peut être fier quand même de notre système de santé, pas pas uniquement dans le service public d'ailleurs, dans le service en général, même les structures privées, il y a quand même une réactivité, moi, qui m'impressionne. Et pour avoir vraiment au quotidien des professionnels qui sont sur le front, j'allais dire, avec la tête, j'allais dire, sous l'eau, comment ils trouvent des capacités, alors je ne parlerai pas de résilience, en tout cas, des capacités de faire face au moindre mal, y compris dans le triage, moi je suis impressionné. Donc c'est aussi des atouts pour l'avenir, que de savoir que cette expérience-là sera notre capitale, me semble-t-il. Docteur Clerget, oui, je trouve ça formidable qu'on flatte le docteur Marty, les médecins libéraux, les professionnels, c'est très bien, mais ça aurait été bien aussi qu'on les écoute avant. Et les médecins libéraux et les autres professions libérales de santé, on ne les a pas beaucoup écoutés. Et je sais que le docteur Marty, pour avoir suivi les différentes interventions bien antérieures au coronavirus, a dit des choses qu'on aurait pu prendre en compte aussi et qu'on n'a pas écouté. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'après cette crise, on soit davantage à l'écoute des uns et des autres et qu'on lâche un peu avec aussi l'hospitalocentrisme qui en plus fait preuve d'un certain échec par manque de moyens et par un investissement excessif dans l'administratif et pas suffisamment dans les soins. Docteur Marty, le mot de conclusion. Je crois que le constat a été posé. On est plusieurs à l'avoir fait depuis longtemps. Maintenant, il faut qu'on se fasse confiance, il faut qu'on avance. Il faut qu'à partir de ce constat, on intègre beaucoup plus les professionnels du soin à la gouvernance du soin, qu'on intègre également les patients, cette fameuse, en quelque sorte, ce fameux paritarisme tripartite où chacun doit avoir à la fois la même dose de responsabilité et un droit d'opposition. Alors ça va être difficile, mais le système ne peut avancer que si les trois parties sont d'accord. L'administration, les soignants et les patients. À chaque étage du soin, il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à avoir une démocratie sanitaire mature et au fond, c'est ce qui nous manque dans ce pays. Vous avez noté la révolution des ARS aujourd'hui. Ça a l'air de rien, mais pour moi c'est significatif. C'est technique ça quand même. Non, les agences régionales de santé qui sont quand même, j'allais dire, à la tête de tous les dispositifs, quand on voit aujourd'hui comment un certain nombre de schémas sont remis en cause et comment ils cherchent à s'adapter, c'est ce qu'on appelle, c'était Lévi-Strauss, il parlait de bricolage. On bricole et il y aura un après, à mon avis, qui sera fort de tous ces tentatives qu'on n'aurait jamais fait si on avait été purement, j'allais dire, administratif. Une dernière question au docteur Marty. On va écouter le Premier ministre qui évoque la pénurie de médicaments. C'est la première fois que le gouvernement le reconnaît. Vous le constatez en cabinet, il y a des médicaments qui manquent dans les officines ou pas ? Ben on l'a constaté tout au long de l'année. Vous savez bien qu'on a parlé de cette fameuse crise de la corticothérapie notamment. Toute l'année, il manque des médicaments, il nous manque des antibiotiques, il nous manque des antalgiques, il nous manque des antidépresseurs parfois, il nous manque tout ce qui fait la médecine de base, la médecine de terrain. Et encore une fois, c'est ce lien qui est un petit peu trop fort avec l'extérieur, avec la production extérieure extraterritoriale qui fait qu'on est pénalisé. Et au fond, nous, que l'on soit pénalisé, c'est pas grave. Mais ce qui est pénalisé, c'est surtout les patients et avec une perte de charge
confiance qui est induite, avec tout le temps une crainte par les patients qui existe, qui est réelle, d'avoir ou non son traitement. Vous savez qu'il y a une peur aussi des génériques, notamment chez les personnes âgées. Et quand vous êtes obligé de changer un traitement pour lequel la personne âgée est habituée, ben vous induisez un effet nocebo, vous induisez le fait que ce traitement peut-être marchera un peu moins bien parce qu'il y a une espèce de rupture de la confiance, non seulement dans son médecin, mais également dans le médicament qu'il prend. C'est pour ça qu'il faut impérativement qu'on soit en capacité, nous-mêmes, de produire, d'avoir cette espèce de roue de secours qui fait qu'on assure que la production ne sera jamais rompue. Merci beaucoup, Dr Marty, d'avoir pris du temps pour nous répondre dans Punchline.